collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône vous présente sa demi-heure radioactive de contre-propagande sur le nucléaire. Vous êtes Radio Galère dans la demi-heure radioactive, émission animée par le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône les 2e et 4e mardis du mois à 14h15. Nous considérons que nous sommes tous et toutes les cobayes de l'industrie nucléaire et que nous sommes tous et toutes les victimes potentielles d'une prochaine catastrophe. C'est pourquoi nous nous efforçons ici de mieux vous informer pour mieux agir. Aujourd'hui, on va emprunter des extraits de l'émission de nos voisins de Radio Zinzine, Racine carrée de -1, diffusée en avril 2018. Merci à eux. Il s'agit de la deuxième partie d'une conférence de Jean-Baptiste Fressoz, historien des sciences et techniques de l'environnement, qui s'était tenue en 2013 pour la présentation de son livre L'Apocalypse joyeuse, l'histoire du risque technologique, paru au Seuil en 2012. Donc on va écouter le premier extrait de cette conférence où il est question de retracer l'histoire dès le XVIIIe siècle de la, je cite, financiarisation des atteintes à l'environnement. Et je rajouterai plus largement des atteintes aux vivants. On écoute Jean-Baptiste Fressoz. Alors, troisième forme de désinhibition, après le risque, je voudrais revenir sur la question environnementale au XIXe siècle. Alors, on trouve ce genre de documents dans les archives des entreprises en particulier. Ça, c'est un point important de mes recherches, c'est que pour étudier, disons, à mon avis, la question de la pollution au XIXe siècle, il faut se plonger dans les archives des entreprises. C'est un tableau comptable d'une usine de soude non loin de Marseille, au milieu des étangs, qui s'appelle l'usine du Plan d'Arin, qui était une grande manufacture de soude dans les années 1860. Alors ça peut sembler pas très intéressant, mais il y a une ligne qui est extrêmement intéressante, qui s'appelle dommage des vapeurs, 237 francs 25 centimes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que déjà au XIXe siècle, les entrepreneurs payaient pour la pollution. La régulation environnementale au XIXe siècle, elle est fondée là-dessus, sur la financiarisation des atteintes à l'environnement. Ça, je crois que c'est très important de l'avoir en tête, parce que le mode dominant d'appréhension des questions environnementales actuellement, c'est l'économie. Et l'économie nous dit que le principe de pollueur-payeur, par exemple, l'idée de donner un prix à l'environnement, et qu'en donnant un prix à l'environnement, on va aboutir à un point efficace entre la recherche de l'efficacité économique et puis la protection de l'environnement. Ce mode-là de raisonnement, il était déjà présent au XIXe siècle, et c'est ce mode de raisonnement qui a accompagné, si vous voulez, la crise environnementale, qui a justifié les pollutions pendant la révolution industrielle et qui n'a absolument pas résolu le problème, comme je vais vous le montrer. Alors ça, c'était, disons, le commentaire, disons, politique sur ce document. Maintenant, le commentaire historique. Du point de vue du XVIIIe siècle, ce type de document, c'est une hérésie, c'est une absurdité, ça semble incroyable, parce qu'au XVIIIe siècle, la médecine était une médecine environnementale. L'environnement au XVIIIe siècle est le facteur déterminant de la santé des populations. Là, il y a un concept important que je voudrais mettre en avant, c'est le concept de circumfusa, donc c'est un mot latin qui veut dire toutes les choses qui nous environnent. Vous voyez, ça ressemble un peu fortement à la notion d'environnement. Donc les circumfusa représentent ce que Hippocrate a dénommé les airs, les eaux et les lieux. L'homme est lié à l'atmosphère par des rapports nécessaires, constants, non interrompus. Nous dirions presque avec Ramadini, tel air, tel sang. Ça, c'est écrit en 1844, en pleine révolution industrielle. Donc il faut bien penser que la révolution industrielle s'est faite non pas dans une forme d'inconscience environnementale, mais au contraire, malgré un paradigme médical qui faisait de l'environnement le déterminant de la santé des populations. Donc c'est un peu cette nature schizophrénique, si vous voulez, de la modernité que je voudrais vous expliquer, et comment, disons, cette schizophrénie a été réduite au XIXe siècle. Alors, un autre exemple de la médecine environnementale du XVIIIe siècle, ce sont les topographies médicales. C'est un genre archi-dominant en médecine à la fin du XVIIIe siècle surtout, qui vient très à la mode. C'est des médecins qui décrivent les environnements. Alors là, c'est par exemple, je crois, autour de Marseille. Donc ils vont décrire les collines autour de Marseille, les villages autour de Marseille, l'eau, les vents, la végétation, les types de production agricole, les usines s'il y en a. Ils vont essayer de corréler ça avec la mortalité. Donc on a un genre médical, une fois encore, qui est centré sur l'environnement, ce qui fait que les polices, les institutions d'Ancien Régime, en particulier les polices urbaines
au XVIIIe siècle, accorde une attention pointilleuse aux pollutions et aux nuisances artisanales. La police de l'Ancien Régime mérite pleinement son nom parce que justement c'est une institution urbaine. C'est une institution qui structure la vie dans les villes, qui définit la largeur des rues, qui va s'assurer que les rues sont bien propres, nettoyées, qui va s'assurer de l'enlèvement des ordures. Et en fait, les artisans au XVIIIe siècle sont soumis à cette police des micro-risques urbains, si vous voulez, à cette police journalière qui, en quelque sorte, discipline les comportements urbains. Par exemple, à Paris, on a 40 commissaires qui sont répartis dans 20 quartiers, et chaque jour, les commissaires doivent faire une patrouille, doivent arpenter le quartier, et puis si un artisan émet trop de fumée, laisse s'écouler des eaux nauséabondes, le commissaire réprime sur le champ l'artisan. Donc il y a en quelque sorte une régulation policière de l'environnement au XVIIIe siècle. Cette régulation est aussi spatiale, c'est-à-dire que la police a un pouvoir énorme sur les artisans, un pouvoir de vie et de mort quasiment, le pouvoir de les exclure de l'espace urbain. Si un artisan est manifestement trop nuisible, ses ateliers sont trop mauvais, la police a le pouvoir de les exclure de l'espace urbain. Qu'est-ce qui va se passer au début du XIXe siècle avec la révolution industrielle et en particulier la révolution chimique et la chimie lourde? On a de nouveaux dispositifs pour produire des produits chimiques, en particulier les acides, qui sont cruciaux pour le textile, pour toute l'industrie. En vérité, on a besoin d'acides. Ce sont des dispositifs qui sont très coûteux, parce qu'ils nécessitent beaucoup de métaux, du plomb en particulier, des chambres de plomb. C'est des dispositifs dont on sait qu'ils sont très polluants. Et ce que les capitalistes vont dire, c'est en quelque sorte, on accepte d'investir dans ces nouveaux dispositifs de la révolution industrielle que si le gouvernement, l'État, nous garantit notre existence, si l'État nous extrait de cette régulation policière. Et là, il y a un personnage crucial dans l'histoire, enfin, c'est pas seulement dans l'histoire de l'environnement, hein, c'est l'histoire de la France au XIXe siècle, début du XIXe siècle, c'est Chaptal. Le même Chaptal qui est au ministère de l'Intérieur avait fortement encouragé la vaccination. Chaptal, qui est d'ailleurs un Montpellierin d'origine, qui avait d'ailleurs une usine d'acide dans le quartier de la Paillade maintenant. Chaptal, donc, entre 1800 et 1804, est à la fois un grand chimiste, un grand industriel, un très grand pollueur aussi, sans doute le plus grand pollueur de France, et il est aussi ministre de l'Intérieur, ce qui va lui simplifier grandement les choses. Et sous l'égide de Chaptal, la régulation environnementale va être entièrement transformée à travers un décret fondamental, le décret de 1810, sur les établissements classés. Décret qui a eu une influence considérable sur le droit en France, qui est encore, enfin, les établissements classés, c'est encore toute une législation qui est en place et qui a eu en plus une influence européenne parce qu'à cette époque, l'Empire a influencé d'autres systèmes juridiques en Europe. Et ce décret sur les établissements classés, qu'est-ce qu'il fait? Il va dire les usines vont être soumises à des procédures d'autorisation assez rigoureuses, avec une consultation des voisins, par exemple, et un rapport d'experts. Par contre, en échange, quelles que soient les plaintes ultérieures des voisins, l'entrepreneur est garanti dans son droit d'exercice. Quelles que soient les plaintes, le gouvernement a donné son autorisation à l'usine et l'entrepreneur ne sera pas obligé de déménager. Ce qui fait que quand se développe l'industrie chimique en France, ça produit énormément de controverses. Là, c'est des photographies de pamphlets, des pamphlets comme ça, il y en a des centaines contre le début de l'industrie chimique au début du XIXe siècle. Et le décret de 1810, en quelque sorte, stabilise, si vous voulez, le capitalisme industriel, lui donne une garantie d'existence et extrait surtout le capital industriel de la régulation policière. Chaptal le dit très clairement, hein, il dit tant que, j'ai plus la phrase exacte en tête, dans un rapport très important, il dit tant que la fortune d'un manufacturier dépendra d'un simple magistrat de police, comment peut-on penser que les manufacturiers risqueront d'investir et risqueront leurs capitaux dans des usines polluantes? Le décret de 1810 a d'autre part un rôle important parce qu'il dépénalise, si vous voulez, les atteintes à l'environnement. Au XVIIIe siècle, prenons l'exemple d'une rivière. Il y a énormément de règles, de coutumes qui s'appliquent à la gestion des ressources d'une rivière. La pêche est extrêmement réglementée, la taille des filets, même en mer d'ailleurs, la pêche maritime est aussi extrêmement réglementée. Les filets, la taille des filets, des mailles des filets, les dates de pêche, l'ouverture des pêches, ça c'est extrêmement surveillé, contrôlé par les amirautés. Et les amendes sont extrêmement sévères. Ça va de la confiscation des outils de pêche en passant aux galères. Ça va jusqu'aux galères. On peut finir aux galères si on n'a pas respecté, si vous voulez, les règles sur les pêches. Des punitions corporelles.
Maintenant, si on prend un industriel au début du 19e siècle qui produit, mettons, de la soude et qui rejette les résidus de sa production dans une rivière et qui tue tous les poissons en quelques années, il n'encourt aucun risque pénal. Il n'ira jamais en correctionnel pour la destruction des poissons. Pourquoi ? Parce qu'il est soumis à un autre régime juridique qui est ce décret de 1810, qui le garantit dans son existence et qui surtout renvoie les plaintes aux civils. C'est-à-dire ça va être les voisins qui vont par exemple se plaindre pour les récoltes détruites à cause des fumées acides, qui doivent poursuivre l'industriel pour obtenir compensation. Et c'est ça qui crée ce régime libéral dont je vous ai parlé au début, de financiarisation de l'environnement. C'est parce que, en fait, le système repose sur le pouvoir des tribunaux civils à attribuer des compensations et des indemnités. Alors, vous voyez qu'il y a eu, au début du XIXe siècle, une transformation majeure, radicale de la régulation environnementale. On est passé d'un régime assez régulé, strictement régulé par la police, à un régime beaucoup plus libéral, qui est fondé sur l'administration qui autorise les usines et sur les tribunaux civils qui attribuent des dommages. Pour accompagner cette libéralisation des environnements, il a fallu, bien entendu, contourner la médecine environnementale. Tant que les voisins disaient qu'une usine ne nuisait simplement pas à leur récolte, mais détruisait leur santé, c'était beaucoup plus problématique. Et c'est dans ce cadre-là que s'invente l'hygiénisme. L'hygiénisme, au début du XIXe siècle, c'est fondamentalement quelque chose qui a servi à justifier la pollution industrielle dans un cadre médical qui reste environnemental. Le grand fondateur, penseur de l'hygiène sociale, il s'appelle Louis-René Villermé, et il publie en 1830 un article qui corrèle la mortalité dans les différents quartiers de Paris, non pas aux environnements, à la proximité de la Seine, à la présence d'ateliers, à la largeur des rues, mais à l'impôt. Ce qu'il veut montrer, c'est que la mortalité est fonction de la richesse. Plus on est riche, plus on vit longtemps. Et cet argument est absolument fondamental pour justifier l'industrialisation dans les années 1830. Parce que l'argument va être finalement, les usines sont peut-être incommodes, mais elles vont créer plus de prospérité, un peuple plus riche, et donc au final un peuple en meilleure santé. Or, Villermé, où est-ce qu'il travaille dans ces années-là ? Il travaille au Conseil de salubrité de Paris. Et le Conseil de salubrité de Paris, c'était un petit cabinet, un petit comité d'experts, surtout composé de chimistes, auprès du préfet, qui avait le rôle fondamental d'autoriser et de justifier la présence d'industrie en ville contre les Parisiens. Donc l'hygiénisme a vraiment servi à accompagner et à justifier cette libéralisation des environnements. Voilà, vous êtes sur Radio Galère. On est en train d'écouter des extraits qui ont été diffusés dans une émission de Radio Zinzine, Racine Carré de -1. J'en profite pour faire de la pub pour Racine Carré de -1 dans la demi-heure radioactive. Vous écoutiez Jean-Baptiste Fressoz pendant une conférence. Il est historien des sciences et des techniques de l'environnement. Voilà. Donc en fait, là, il nous expliquait que le tournant décisif s'est fait au début du 19e siècle dans la régularisation des pollutions. Et que, en fait, les industriels, les entreprises de chimie lourde ont commencé à expliquer que eux, ils acceptaient de se développer uniquement si l'État, en fait, garantissait leur existence et les extrayait du contrôle de police. C'est-à-dire qu'ils ne prenaient plus aucun risque au pénal. Et le tout en contournant joyeusement la médecine environnementale qui était primordiale au XVIIIe siècle. Donc, on va écouter la suite de la conférence de Jean-Baptiste Fressoz sur l'écologie industrielle, qui n'est pas une invention récente comme on va le voir, mais qui a bien sa source déjà au XIXe siècle, avec l'élaboration en particulier des normes de sécurité. On écoute. L'écologie industrielle, ça c'est vraiment typiquement la chose qui se présente comme nouvelle, alors que c'est une vieille baderne incroyable. C'est-à-dire que l'idée d'optimiser la circulation de la matière, d'utiliser les résidus d'une activité pour faire fonctionner notre activité, c'était en fait l'idéologie des hygiénistes, des ingénieurs et des chimistes au début du XIXe siècle. Le Conseil de salubrité de Paris, dont je vous ai déjà parlé, ils envisageaient son rôle comme une institution de conseil technique qui allait optimiser le flux de matière entre les différents types d'activités dans Paris. Donc en quelque sorte, l'écologie industrielle, je veux dire, les industriels en font forcément
naturellement, parce qu'ils cherchent à minimiser leurs coûts et parfois, il s'avère qu'il est moins coûteux de réutiliser, par exemple, des résidus d'une autre activité pour sa propre activité. L'écologie industrielle, au début du XIXe siècle, a servi, en fait, à justifier une politique libérale pour le contrôle des établissements classés, en disant, en fait, finalement, il vaut mieux laisser faire parce que les industriels ont intérêt à être écologiques en quelque sorte. Ils ont intérêt à être efficaces. Il y a une sorte d'adéquation qui se crée au début du XIXe siècle entre pollution, fumée et perte financière. Si vous prenez la chimie lavoisienne, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ça veut dire concrètement qu'un bon processus industriel efficace, normalement, ne doit pas polluer, il doit tout transformer. Et la perte est une perte financière. Bon, évidemment, ça c'est un mythe. C'est-à-dire que pour produire de manière efficace, des fois, il vaut mieux lâcher dans l'atmosphère parce que ça peut vouloir tout récupérer, ça peut réduire l'efficacité des procédés industriels, ça peut les rendre plus petits, ça peut les rendre plus lents, etc., etc. Donc, je dirais que l'écologie industrielle, c'est typiquement très important. Je n'ai pas dit qu'il fallait pas l'étudier, mais ça ne pourra jamais informer un mode de régulation complet, si vous voulez, des activités industrielles. Alors, je vais aller très vite sur le 4e exemple de désinhibition, sur la norme technique de sécurité, en disant les choses suivantes. Au début de l'industrialisation en France, il n'y a pas eu de confiance progressiste naturelle. Et l'exemple le plus frappant, à mon avis, c'est que avant même les explosions de machines à vapeur, de chaudières à vapeur, on se disait peut-être que ce n'était pas une bonne idée de recourir aux machines à vapeur. Et en 1822, le ministre de l'Intérieur interdit les machines à vapeur en ville. Donc ça, vous voyez, c'est quand même un symptôme il me semble assez parlant du fait qu'on se préoccupait au premier chef du risque technologique au début du XIXe siècle. Et certains ingénieurs disaient peut-être qu'il vaudrait mieux retourner au cheval, en fait. Finalement, un cheval, c'est peut-être moins efficace, mais ça n'explose pas, contrairement aux chaudières à vapeur à haute pression. Et donc ça, c'est un zoolithe, une invention des années 1820, 1822 ou 23, qui est publiée dans le bulletin de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, un organe tout à fait sérieux, plutôt pro-industrialiste, et qui propose les chevaux plutôt que les machines à vapeur, surtout pour les bateaux, parce que évidemment, quand une chaudière à vapeur explose sur un bateau à vapeur, ça produit un véritable carnage. En France, il y a quelque chose d'assez original qui se passe en 1822-1823, très précisément, c'est l'invention de la norme technique de sécurité. De nos jours, la norme technique, ça paraît quelque chose d'absolument banal, et la plupart des objets qui nous entourent sont normalisés, on n'y prête pas attention. Mais dans les années 1820, l'idée que la science, que les savants puissent sécuriser des techniques à travers la bonne définition des formes techniques, c'est un coup de force absolument majeur. Alors, par exemple, les premières normes techniques sont passées à propos du gaz d'éclairage, dont je vous ai parlé au début, parce que justement, il y a eu cette énorme controverse, et la bourgeoisie parisienne ne tolérerait pas les gazomètres près de chez eux. Et finalement, la norme technique de sécurité a servi à produire une sorte de compromis. En gros, le gouvernement dit on a fait appel aux savants, les savants nous disent que c'est parfaitement sûr si les entrepreneurs respectent la norme de sécurité. Donc c'est une sorte de compromis, si vous voulez, entre le capital industriel et les bourgeois dans les années 1820. Mais ce qui est frappant, c'est que les académiciens qui vont définir la norme de sécurité sur le gaz d'éclairage n'avaient jamais vu un gazomètre. C'est-à-dire, on a des savants qui vont définir la norme de sécurité du gaz d'éclairage sans avoir jamais travaillé dans une usine, sans avoir jamais vu un gaz d'éclairage. Donc il y a une sorte de confiance, si vous voulez, dans la capacité de la science à abstraire la technologie, à la penser de manière abstraite et à la perfectionner. C'est vraiment le terme important, c'est perfectionner, qui est assez impressionnante. Donc, première fonction de la norme, ça va être de légaliser le risque, en quelque sorte, de l'imposer, si vous voulez, à travers la norme. La norme sécurise, contrôle le risque, mais le légalise en même temps. Normaliser, c'est déjà accepter le risque. Et l'autre fonction de la norme de sécurité, ça va être de produire des individus responsables. Ce que je veux dire par là, c'est que l'idéologie derrière la normalisation dans les années 1820, c'est de dire l'Académie des sciences va perfectionner la technique, la rendre parfaite, en sorte que si jamais il y a un accident, alors on pourra toujours définir un responsable humain. Et la plupart du temps, ça va être l'ouvrier à qui on va trouver tous les défauts. Par exemple, la personne qui s'occupe d'une chaudière à vapeur, en cas d'accident, on va trouver que il s'était absenté, il s'était endormi, il avait tendance à boire, il menait une mauvaise vie. On trouve même ça des fois dans les rapports d'experts après accident. Mais là, l'idée, vous voyez, c'est de dire la machine, elle était normalisée, elle était certifiée par l'administration des mines, en particulier les ingénieurs des mines. Et donc, s'il y a un accident, c'est forcément, on va trouver une faute ouvrière. Donc, la norme de sécurité a aussi servi à rabattre, si vous voulez, les accidents sur la responsabilité des ouvriers. Il faut bien voir que ces logiques industrielles, c'est des logiques qui restent archi-dominantes. C'est-à-dire,
le mode fondamental sur lequel fonctionnent nos sociétés, on a des innovateurs qui créent un nouveau produit qu'il faut mettre sur le marché le plus rapidement possible. Et après seulement, on va commencer à se poser des questions parce qu'il y a des gens qui vont se plaindre. Le problème, c'est le après seulement. C'est-à-dire que pendant 10-15 ans, des investissements vont être faits. Des gens vont acheter les produits qui utilisent ces grands réseaux techniques, par exemple. Et puis, évidemment, il n'y a aucune possibilité ou volonté, si vous voulez, de revenir en arrière. Ce mode-là du fait accompli technologique, c'est, je pense, quelque chose qui perdure actuellement et qui apparaît typiquement à ce moment-là, au début du 19e siècle. Le cas du gaz éclairage, c'est très frappant. Il y a un Gugus qui débarque avec son gazomètre 10 fois plus gros que tous les gazomètres existants, qui le construit quasiment au milieu de Paris. Tout le monde dit, mais attendez, c'est n'importe quoi, c'est absurde, vous ne pouvez pas faire ça. Tout ça parce qu'il y a eu 6 millions de francs engagés et que les gens ont commencé à s'équiper de matériel de gaz d'éclairage. Le gouvernement n'arrive pas à faire marche arrière, ne veut pas faire marche arrière. Donc ce mode du fait accompli technologique et ensuite de la justification difficile par les normes, par les rapports d'experts, etc., ça c'est vraiment quelque chose que vous retrouvez actuellement et dont j'essaie de retracer les origines à travers mes recherches. Vous êtes en train d'écouter une conférence de Jean-Baptiste Fressos, qui est historien des sciences et des techniques de l'environnement. Il parlait en 2013 pour la présentation de son livre « L'Apocalypse joyeuse, l'histoire du risque technologique », paru au Seuil. Voilà, donc on va arriver à une de ses conclusions. Et cette conclusion, c'est le pessimisme. Le deuxième point conclusif, c'est sur l'histoire et le problème du pessimisme. Il me semble que ce que l'histoire de l'environnement montre, c'est qu'il faut prendre en compte ce fait étrange et dérangeant que la destruction moderne des environnements, l'industrialisation rapide, le cortège inouï de pollution que cela accompagne, l'intensification de l'exploitation de la nature que cela nécessite, tout cela ne s'est pas fait comme si la nature ne comptait pas, mais au contraire dans un monde où régnaient des théories climatiques et des théories médicales qui faisaient de l'environnement les productrices mêmes de l'humain. Les sociétés passées n'ont donc pas massivement altéré leurs environnements par inadvertance, ni sont considérées parfois avec effroi les conséquences de leurs décisions. Et il me semble que ce point n'est pas simplement historique. Il est crucial de l'avoir en tête pour se garder d'une vision trop optimiste du contemporain, nous garder d'un sentiment de satisfaction à la fois trompeur et naïf. Ce que je veux dire par naïveté, c'est précisément le grand récit de la société du risque que je vous ai présenté au départ, le grand récit d'Ulrich Beck. Toutes ces théories postmodernes, et Ulrich Beck n'est pas le seul, qui affirment que nous serions entrés depuis peu dans une nouvelle ère de la précaution, de la réflexivité, de la conscience environnementale. Ces théories fabriquent une série d'oppositions factices qui servent surtout à faire valoir notre propre excellence, comme si vraiment on avait quelque chose de remarquable par rapport à nos ancêtres. Et si l'histoire n'a évidemment aucune leçon à donner, il me semble qu'elle peut nous aider à nous déprendre de cette illusion délétère que nous serions la première génération à prendre en compte les risques technologiques et environnementaux, que nous serions enfin sortis d'une frénésie moderniste pour entrer dans l'ère de la précaution. Finalement, le plus dérangeant dans ce que je vous ai raconté aujourd'hui, je pense, c'est que nos ancêtres ont détruit les environnements en toute connaissance de cause. Et les échecs du mouvement écologique actuel, les échecs successifs des sommets de Copenhague, de Cancun ou de Rio +20 l'année dernière, la ruée actuelle sur les gaz de schiste actuellement, ne sont absolument pas des accidents. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci. Donc là, on va passer à la partie numéro 5 pour la technique, qui est donc une question du public sur l'Apocalypse, puisque le livre de Jean-Baptiste Fressos s'intitule « L'Apocalypse joyeuse ». Juste une remarque. Vous avez parlé d'apocalypse. Eh bien, vraiment, on part de la conférence avec la notion de futur apocalypse. On n'a pas d'espoir, quoi. C'est pour ça que j'avais rajouté joyeuse dans le titre. Mais en fait, quand on écoute les nouvelles récentes, qui des fois d'ailleurs passent inaperçues, est-ce qu'il y a vraiment raison d'avoir d'espoir, en fait ? Par exemple, en 2011, un article dans le Guardian qui m'avait beaucoup marqué, la croissance de l'économie britannique avait été de 1,1% et la croissance des émissions de CO2 de la Grande-Bretagne de 3,3%. Ça voulait dire que l'économie anglaise se réencrassait. C'est-à-dire on pouvait imaginer, espérer que la crise économique résolve au moins une partie de nos soucis climatiques, mais au contraire, on peut s'acheminer vers une stagnation économique et un accroissement des émissions de CO2. Une autre nouvelle qui
qui était passée assez inaperçue. C'était il y a 1 an, alors maintenant c'est plus vraiment une nouvelle, mais c'était l'affaire des hotspots de Tokyo. Une banlieue, une ville qui s'appelle Kawisha, juste au nord de Tokyo, à 30 km au nord de Tokyo. Dans certains parcs de la ville, on trouvait des niveaux de radioactivité plus élevés que dans la zone 1 de Tchernobyl, donc la zone la plus contaminée, tout simplement parce que la radioactivité en fait s'accumule dans les points bas. Donc en fait, c'est pas un phénomène linéaire bien clair de diffusion de la radioactivité. On peut avoir des hotspots, donc des endroits des points de radioactivité très concentrés. Et la solution quand même, ça avait été simplement le maire qui va passer un arrêté en disant faut éviter d'aller se promener dans ce parc. Voilà. Ce genre de nouvelles, leur répétition, le fait qu'elles passent complètement inaperçues, ça me fait penser à une citation de Walter Benjamin que j'aime bien et qui dit la chose suivante: il faut fonder la notion de progrès sur la notion de catastrophe. Que les choses continuent comme avant, voilà la catastrophe. Et il me semble que notre capacité à normaliser les accidents, à passer outre. Si vous prenez le cas de Fukushima, c'est frappant. C'est-à-dire, juste après Fukushima, il y a eu des articles tonitruants dans Le Monde, dans Libération, dans Le Figaro. Il y en avait un d'ailleurs d'Ulrich Beck, c'est pour ça que je l'ai bien remarqué. Il disait là, cette fois-ci, on a compris, c'est, je cite, l'ère du progrès et de la sécurité qui vient de s'achever. Vous voyez, cette manière à chaque fois de penser que cette fois-ci, on recommencera plus comme avant. Et puis, vous voyez, 2 ans après Fukushima, ma foi, le nucléaire, ça reste encore... le gouvernement japonais, actuel nationaliste japonais, est un fervent partisan du nucléaire. Donc notre capacité de continuer comme avant malgré les désastres m'induit à être effectivement extrêmement pessimiste. Bien, nous allons rester sur cette belle parole. Je vous conseille donc la lecture du livre de Jean-Baptiste Fressoz que vous venez d'entendre, L'Apocalypse joyeuse, l'histoire du risque technologique, paru au Seuil en 2012. On a donc passé des extraits de l'émission Racine carré de -1 à Radio Zinzine. Racine carré de -1 étant le nombre impossible, le nombre imaginaire. Merci Sidi à la technique. Vous retrouverez cette émission en podcast sur Radio Galère, mais aussi sur la chaîne YouTube du collectif antinucléaire des Bouches du Rhône. À dans 15 jours.